Voilà, on accueille la dernière présentation, Lex de Opsworks. Il commence à faire chaud et soif. J'étais en train de me dire, parce que moi j'arrive de Suède, je me suis dit, ça y est, tout de suite je meurs de chaud, je suis en France. Mais en fait, pas du tout. Moi, je suis en train de mourir. Je suis en train de cuire. Alors, Lex, Opsworks. Alors, comme je l'ai un petit peu dit, en fait, on est une boîte suédoise et on fait du AI Lakehouse. Alors, pas du Lakehouse plus AI, pas vraiment de la data platform BI non plus. Nous, on est spécialisé dans le real-time, le batch et le LLM, mais pour des systèmes IA. Donc, on ne fait pas, nous, des modèles nous-mêmes, on ne les vend pas, etc. Ah, plus proche. Pardon. Mais je parle fort, non? Ça va. Alors, vite fait, juste pour... c'est mieux, ouais. Vite fait, juste sur nous. Alors, super le GIF. On est en production dans des Fortune 500, dans des Fortune 100. On est une start-up, hein, on n'est que 37. On est basé à Stockholm, mais on travaille avec des très, très, très larges entreprises globales. On est en train de finir notre livre Aurélie qui devrait sortir cet été, a priori. Et on a été benchmarké, on participe à Sigmod et ce genre de choses. Donc on a un petit peu la partie tech credibility. On n'est pas forcément que des start-upers. Alors moi si, mais mes collègues pas forcément. On vient de la recherche. Et du coup, tout ce côté composable, interopérable et tout, ça vient de façon native chez nous. Parce que nos premiers projets, c'était avec Karolinska, donc c'était sur l'étude génétique. Et donc, on a appliqué ce qu'on appelle les principes FAIR. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Et ça fait partie on va dire, des principes de base pour la recherche, la data recherche. Donc, ça s'appelle les FAIR. Et du coup, ça a été natif chez nous. Bon, le reste, c'est pas si important que ça. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est que nous, on vient d'un monde parallèle, alors ou une route parallèle, une autre branche un petit peu de ce qui s'est passé avec le big data et le lakehouse, etc. C'est que nous, on fait que de l'IA depuis 7-8 ans. Alors le Feature Store, c'est un truc, mais ce qui s'est passé, c'est que à peu près en 2019, il y a un nouveau paradigme qui est arrivé sur le marché. Donc c'est Uber avec Michelangelo. Ils avaient un problème, ils ont 10 000 modèles, il faut qu'ils les mettent en production. Comment ça marche? Est-ce que le data lake, le data warehouse, ça marche pour ça? Bah, pas tant que ça. Et je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Et du coup, nous, on est arrivé sur cette branche. On faisait du GPU, on faisait du training dataset, et on avait tous les outils pour créer un feature store. Donc le feature, c'est le input pour le modèle, c'est juste les colonnes. Et du coup, on a été le premier feature store au monde en entreprise et en open source à l'époque. Après, ce qui est arrivé, c'est le MLOps. Alors, le MLOps, ça a été un peu marketing, enfin, peut-être un petit peu encore, mais en gros, c'est DevOps pour ML, hein, donc les principes de versionning, de linéage, etc. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à peu près à deux routes qui vont peut-être se rapprocher au bout d'un moment, et qui est donc le paradigme Lakehouse et le paradigme AI Lakehouse. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Alors, pour toute la partie Lakehouse, les intervenants d'avant, bien meilleurs que moi, vous restez avec moi pour la partie IA. Donc, le data lake est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a rajouté un Lakehouse. Tout ça a été bien mieux expliqué que ce que je pourrais. Mais dans mon monde à moi, le Feature Store, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu faire de l'intelligence artificielle, du machine learning à l'époque, bah, on a dû faire du training et de l'inférence. Et le training et l'inférence, enfin l'entraînement et l'inférence, ça a des particularités et ça a des complexités que ça amène sur la data qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on fait du BI. Et ce qu'il a fallu, c'est de faire du Feature Store. Donc la première chose que tout le monde a rajouté, donc ça c'est notre prototype Feature Store en 2019, c'était Oudi. Alors nous c'était Hive pour la metadata, c'était Oudi, et puis bon voilà, on avait des parquet files et du OCR en dessous, et on a tout de suite rajouté un online store. Donc les premières implémentations de Feature Store en 2019, c'était une dual database avec un metadata layer au milieu. Et ça, parce que personne va attendre 5 minutes que la table se mette à jour. S'ils font un modèle de fraude ou quelque chose, où ils passent une carte bancaire, il faut récomputer cette data en temps réel. Donc il faut un online store, une memory database, ce genre de choses. Ce qu'on a rajouté, nous, derrière, c'est notre propre file system. Parce qu'il fallait aussi faire du scalable storage, il fallait aussi faire du tiered storage, il fallait du high throughput, il fallait de la grosse data aussi pour faire du training, mais il fallait le faire de façon automatisée et il fallait récupérer ça de façon simple, on va dire, quelque part, avec des queries relativement simples. Et derrière, bon, ça c'est peut-être un peu plus récent, d'où le 2024,
apparemment, il fallait rajouter un index pour tout ce qui est embeddings. Et du coup, c'était relativement simple pour nous de le faire. Et du coup, là, on commençait à avoir un peu ce qui ressemble un peu plus à un lakehouse. Et on a, nous, d'ailleurs, ajouté support pour Woody, pour Delta et Iceberg. Et ce qui s'est passé, c'est que tout ça, c'est pas devenu virtuel, mais c'est devenu optionnel. Ce qui fait que les plateformes comme OVH ou d'autres lakehouse, Dremio, Starbust, etc., finalement, on s'est dit, on ne va pas leur demander de changer leur data layer, on va leur dire, vous le montez. Donc vous pointez vers leur source, et nous, on va s'occuper de rajouter toute cette partie-là. Bon, le truc, c'est que ça ne suffit pas, parce que tout ce monde-là, c'est un monde SQL, et nous, on est Pythonique, donc il nous faut notre propre query engines. Il faut faire du read and du write, mais en Python, parce que SQL, ça ne marche pas forcément en notebook pour l'opérationnalisation de l'IA. Et après, il nous a fallu des abstractions et rajouter du compute et pour le training. Il nous a fallu rajouter des engins pour le real-time. Donc nous, on a pris Flink. Et après, on s'est dit, tu sais quoi, on va tout ouvrir. Et on va... Ah. Bon, il fait nuit, c'est bien. On va tout ouvrir et finalement, on va essayer d'être le plus modulaire possible pour que les gens mettent ce qu'ils veulent. Donc c'est là où on en est, nous, sur le AI Lakehouse. Alors, il y a des raisons pour lesquelles c'est un petit peu différent. Je vais passer vite fait sur ça, mais je vais rester là-dessus. C'est que finalement, ça, c'est un truc de The Economist et Databricks. Ça date de l'année dernière, Unlocking Enterprise AI. 22% des organisations supportent les AI workloads, c'est-à-dire de la production. Pas de l'entraînement, pas je colle un chatbot sur un truc, de la production. La production, c'est quoi ? C'est j'ai 5000 modèles que je rechange toutes les 10 minutes peut-être parce que chaque modèle dépend d'un seul utilisateur. Bon, je fais comment ? Et peut-être que la data de ces utilisateurs, elle est dans une data platform comme la data platform OVH ou ailleurs. Donc il faut ces systèmes qui soient mis en place et qui soient capables de prendre ça en compte. Alors, la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que le schéma monolithique, on va dire, ressemble un peu à ça. C'est comme ça qu'on a fait les modèles IA il y a 5 ans, il y a 4 ans, et parfois même encore en entreprise aujourd'hui comme ça. Vous allez voir toutes vos data sources. Ça peut être du streaming engine, de la data warehouse, de la database, des fichiers parfois, et des tables extérieures. Et là, vous avez un truc qui arrive, un peu de magie, feature training inference, et une prédiction. Et le problème, c'est que ça, dans le modèle monolithique, ça casse un peu tout. Ça enlève toute cette conception de réutilisation, etc. On ne peut pas l'update, on ne peut pas réutiliser la même donnée. En IA, la donnée est destructive d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand on donne une table ou une colonne à un modèle, on la normalise. On dit toute la colonne âge, vous me la mettez entre 0 et 1. Sauf que si je prends une partie de cette colonne que les gens entre 15 et 35 ans, que j'entraîne mon modèle, mais que j'ai besoin aussi d'avoir les entre 25 et 45 ans, je ne peux pas revenir en arrière, dire non, dénormalise-la, et revient en arrière. Donc, c'est des processus assez destructifs. C'est des snapshots. Et du coup, ça devient très compliqué de monitorer, de réutiliser, etc. Donc, ça fait plein de blind spots, ça fait des conflits de framework, etc. Donc, il y a une émergence d'un nouveau truc aujourd'hui, ce qu'on appelle le FTI, Feature Training Inference, où on sépare les programmes, on sépare les concepts. Donc, on va avoir une modularisation en fait des programmes pour pouvoir avoir chaque part indépendante de l'autre. Là, vous me dites, pourquoi tu me parles de ça ? On parlait de data platform. C'est vrai, mais en fait, il faut un data management layer quelque part. Il faut bien que la data, elle arrive, qu'elle soit écrite, qu'elle soit récupérée quelque part. Et c'est là où vous allez avoir des AI lakehouse qui vont être mis sur des data platforms, qui vont être mis sur des open table formats, sur des vector database, sur des real-time database, etc. Et finalement, il y a une séparation sur du Kubernetes, ça c'est notre cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, ce que ça donne, c'est une séparation of concern, la partie programmatique, où tout est finalement paramétrisé, et la partie data et infra, où tout finalement est un peu mieux managé et plus facile à maintenir, et à scaler, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière ? La chose qu'il faut comprendre, c'est que la temporalité sur l'IA, elle est un peu différente. C'est-à-dire que quand moi je fais de l'inférence, parfois je dois récupérer une nouvelle data. Donc je parlais de carte de crédit tout à l'heure. Quand je passe ma carte de crédit dans une machine, ma géographie n'est connue qu'à ce moment-là, admettons. D'accord ? Donc cette géographie doit être passée sur un data layer, qui doit être passée dans le vecteur d'inférence, qui doit être passée au modèle qui détecte si c'est frauduleux ou pas.
Donc cette donnée n'est disponible qu'au moment de l'inférence. Et ça, c'est vrai aussi pour tous les recommandeurs système. On ne sait pas, là où les gens vont cliquer avant qu'ils cliquent sur une page. Et quand vous pensez, par exemple, à un recommandeur système, vous pensez à des trucs comme TikTok, par exemple, qui changent les vidéos au fil du flux. Donc eux, ils utilisent Flink. Et du coup, ça, il faut qu'il y ait un data layer qui puisse le prendre en compte pour que l'inférence arrive en temps réel. Donc, juste une data platform sans capacité de reprendre tout ça, sans linéage et sans versionning, ça devient très compliqué. Ça fait des systèmes assez statiques. Et le truc, c'est que l'entraînement se fait de façon asynchronous par rapport à l'inférence. Vous réentraînez que quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin d'un nouveau modèle tous les matins. Il faut peut-être qu'il y ait un drift ou un truc comme ça. Et du coup, il faut aussi prendre en compte que les systèmes sont interopérables, mais ils doivent être absolument modulaires dans la mesure où chaque chose arrive à des temporalités, des cadences différentes. Et ça crée aussi pas mal de problèmes en termes de pipeline. Alors nous, forcément, une AI Lakehouse, ça résout quoi? Ça résout du pipeline. C'est ce qu'on mange au petit déjeuner. Un data pipeline pour l'IA, ça ressemble vaguement à quelque chose comme ça, si vous faites du temps réel, où vous allez avoir des gros problèmes de data validation, vous allez avoir des gros problèmes de point-in-time correct joins. C'est les joins classiques, mais qui doivent être corrects dans le temps, pour être sûr que quelque chose qui arrive toutes les minutes ne soit pas joined de façon... on va dire bizarre, avec quelque chose qui arrive toutes les 3 minutes. Donc il va falloir dropper des rows au milieu, etc., pour faire des joins corrects. Sinon, le training dataset, il devient mauvais. On appelle ça du data leakage. Vous allez avoir de la data de demain, de demain pour le modèle, qui arrive dans le set d'entraînement. Du coup, la qualité du modèle descend. Le problème, c'est que quand on fait ces choses-là, on va faire des transformations ici, on va faire de la validation par là, et ça devient très dur de se dire, d'accord, mais quand la data change ici, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai déjà tout transformé en aval. Il faut garder tout ça dans un metadata layer aussi. Il faut garder toute cette traçabilité pour pouvoir avoir un modèle en production. Et du coup, ça ressemble un peu à ça en termes de lineage. Vous allez avoir vos data sources, là, un peu tout ce que vous voulez, ce qu'on appelait tout à l'heure le feature pipeline. On va avoir d'autres types de tables qui peuvent être des views, finalement, qui peuvent être des mappings one-on-one avec des tables qui existent dans le data lake ou dans le lakehouse ou dans la data warehouse ou ailleurs. Vous pouvez essayer de les écrire si elles doivent être remises en temps réel. Après, vous allez devoir faire des filtres. Alors ici, les filtres, ce n'est pas exactement les mêmes forcément, parce qu'il y a des modèles. J'ai un client dans l'industrie automobile qui, par exemple, a besoin de faire un modèle pour un type d'user. Donc finalement, le filtre, c'est le Customer Type ID. Voilà, c'est pour dire quel type de customer par rapport à la catégorie de produit, ils vont faire un lifetime value modèle sur ce type de customer, sans changer la donnée en amont, quoi qu'il arrive, parce que peut-être qu'elle est utilisée par un système de BI, data viz, etc. Donc la data en amont, elle reste la même. Nous, on a une concept de view aussi en IA, c'est-à-dire qu'il faut une interface pour le modèle. Avoir juste des tables, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que chaque table peut avoir des colonnes qui peuvent être intéressantes pour un modèle, mais pas l'autre. Donc encore une fois, enlever la destructibilité, c'est aussi avoir des views. Donc on va sélectionner toutes les colonnes qu'il nous faut par rapport à ce truc-là, et ça devient une interface pour le modèle. Et après, on va avoir des transformations, ce qu'on appelle des modèles dependent transformation. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour passer les training datasets et les modèles derrière. Être capable de faire ça pour l'IA, c'est relativement compliqué. Ça a l'air relativement simple peut-être comme ça, mais ce genre d'infrastructure en termes d'infrastructure, finalement, il n'y a pas énormément d'entreprises dans le monde qui puissent le faire. Et il y a des raisons par rapport à ça. C'est que c'est extrêmement dur de garder un linéage propre. C'est extrêmement dur aussi d'avoir des technologies qui sont interopérables. Et il faut rester capable de mettre tout ça en place et de le maintenir. Et du coup, on arrive sur des patchworks, souvent en entreprise, avec une quarantaine d'outils indépendants qui marchent pas forcément très bien. Et du coup, pas de modèle en production. Alors, ce que nous, on fait, ça, je peux peut-être y passer, mais ça, c'est la partie data layer. Finalement, ça, c'est le truc assez classique. Si vous enlevez peut-être le vecteur indexing qui devient à peu près... qui se met un peu sur la real-time database aujourd'hui, ça, c'est le type d'infrastructure que vous allez voir chez énormément d'hyperscalers et énormément de grosses entreprises, on va dire un peu avancées sur leur niveau data, sur la partie IA, effectivement, où vous allez voir un peu ce modèle-là. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de surtout pas détruire la donnée qui va être mise en training et en inference pour qu'elle soit réutilisable de façon sympathique. Et un petit truc qui arrive juste, hop, je peux pas revenir en arrière, hop, si.
Et il y a un autre truc en IA, c'est qu'il faut récupérer la data qu'on a passée en prédiction pour soit refaire des prédictions, soit pour monitorer la prédiction aussi. Donc en fait, il faut toujours une espèce de loop comme ça qui se remet. Alors moi, j'ai essayé de faire vite parce que j'avais beaucoup de slides. Je crois que je suis allé assez rapidement. Donc nous, on se déploie partout. On se déploie sur OVH. Et d'ailleurs, notre serverless, donc en fait notre SaaS mais gratuit, il est chez OVH. On l'a bougé de AWS il y a quelques mois. On a fait un très bel article là-dessus. Si vous cherchez sur notre site, vous allez le voir. Il a fait la front page de Hacker News. Très bel article. Mais on se déploie un peu partout. Et du coup, ce qu'on fait aussi, c'est des modèles hybrides. Parce qu'il n'y a pas que le côté le pipelining, etc. Il y a de la data qui reste dans le lakehouse on-prem. Il y a de la data qui est in-memory ou peut-être dans des systèmes qui sont vraiment en ligne. Et bon, il faut essayer de remettre tout ça en place. Et parfois, il y a un coût aussi à avoir de la data que in the cloud ou que en on-prem, parfois par rapport à la rapidité et tout. Et ouais, je crois que c'est tout. J'ai fait un speedrun. Je ne sais pas s'il y a une petite question. Alors, j'en ai une. Je ne sais pas si on m'entend là. Peut-être si. Ouais. Effectivement, tu parlais d'un super article qu'on a publié un petit peu en avance pour. C'est des choses à partager. Ton infrastructure, tu l'as migrée donc de AWS vers OVH. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et surtout, il y a un cost saving qui a été annoncé qui est assez important. Nous, on a réduit notre bill de 62%. En passant chez OVH directement. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'il y a pas mal de services interconnectés sur AWS qui étaient peut-être redondants aussi. Donc, une fois qu'on est passé sur un truc un peu plus unifié, c'était plus simple. Nous aussi, on a réarchitecturé notre plateforme en interne, ce qui a aussi réduit un peu. Mais globalement, ouais, ça, au moins 50%, c'est juste le switch. Ouais, super, bravo. Ouais, c'est des choses à faire savoir. On l'a fait avant que ça soit politiquement cool, pour les mêmes raisons. Juste pour être clair, on est une boîte européenne, on est relativement pro-européen nous-mêmes. On voulait faire partie de l'écosystème européen. Et donc, il y avait une volonté derrière qui n'était pas juste... Alors, la partie économique, c'était un peu la surprise à la fin. Nous, on ne savait pas que ça allait faire du cost saving. On n'a pas vraiment fait un pied aussi là-dessus. On s'est dit qu'on allait faire des partenariats avec des boîtes européennes et que de toute façon, au pire, ça reviendrait au même. Et finalement, bon, voilà. Question. Je vais passer le micro. Vous avez benchmarké plusieurs data platforms quand vous avez choisi OVH. Pardon ? Vous avez benchmarké plusieurs cloud providers et comment vous avez choisi OVH ? Déjà, on les connaissait. Mais... ouais, alors on a benchmarké sur la facilité de déployer sur Kubernetes. Nous, notre plateforme, elle est complètement containerisée. Donc il nous fallait un truc relativement simple et straightforward pour manager du Kubernetes. Donc c'est le minimum requirement pour nous, c'était ça. Le reste, bon, dans l'entreprise, on est 97% d'ingénieurs, donc, et on n'est que dans l'infra, donc on se charge de tout. Donc si c'était jouable, et il fallait juste le minimum requirement. J'ai une petite question sur la latence. Donc, parfois, on a besoin de mettre à jour les features dans l'online store avec une latence très faible. Ouais. Donc, on utilise souvent de stateful stream processing, par exemple, pour mettre à jour les features. Est-ce qu'il y a déjà des supports pour le stream dans votre produit? Ouais. Et sinon, il y a déjà des supports. Oui. OK. Et pour les modes de batch, c'est quoi la latence le plus faible qu'on peut avoir? Alors, retrieval, 1 milliseconde, end-to-end, 200. Ok, super. Alors, merci. juste pour comparaison, pour ceux qui ne savent pas, 2 minutes sur Snowflake, peut-être 5 à 10 sur Databricks. Voilà. Non, mais ce qu'on appelle ça, on appelle ça la fraîcheur, freshness, feature freshness. Donc, quand il y a une donnée qui rentre dans un système, à quelle vitesse on peut la récupérer, sachant qu'elle va être computée along the way et qu'elle doit peut-être aussi être passée au reste du système pour faire des entraînements, des réentraînements de modèles. On ne peut pas juste la prendre et la laisser comme ça. Donc, il faut qu'elle fasse partie de ces systèmes de lineage. C'est des gros problèmes en IA. Une dernière question avant le buffet. Ça va être la question piège, c'est ça? Une question rapide.
Tu viens de parler de Databricks. Comment vous positionnez par rapport à Databricks, qui à l'origine a aussi été conçu pour faire du ML? Ouais, avec MLflow et tout, pas mal de trucs. Alors, nous, on est pure player sur le Feature Store. Alors, la différence, c'est qu'eux, ils utilisent le Delta Table et leur équivalent pour le in-memory. Nous, on vient de MySQL, on a un gros lineage. Donc, la raison pour laquelle on peut faire cette latence, c'est pas qu'on a inventé un nouveau truc, c'est que le mec qui a créé la database chez MySQL, donc chez Ericsson à la base, pour faire le database des téléphones, qui à un moment faisait 40% des databases in-memory pour les téléphones, s'appelait NDB Cluster à l'époque, c'est un des engins MySQL. Donc le mec qui a fait ça s'appelle Michael Ronstrom, c'est notre Head of Data. Donc en fait, il est venu chez nous, il a décidé de faire ce projet-là seulement, et que pour l'IA. Donc ça fait 6 ans qu'il fait ça à temps plein avec son équipe, juste sur le in-memory. Donc ça, c'est la grosse diff. Et bon, à un moment, c'est ce que je dis, mais si vous avez 5000 ingénieurs, vous ne pouvez pas les mettre sur 3 lignes de code, ça ne change rien. Alors, le différenciateur, je voyais plus sur la partie run, en fait. Sur La partie run des modèles. On les déploie, on les sert. Après, il y a le GPU management. On est Python-centric, donc ça, c'est aussi une des grosses différences. Alors, il y a Python-centric et Python-centric. Toute notre API est faite sur Python. On copie ce qu'on appelle Pandas pour les API, ce qui fait que les gens qui connaissent très bien Python, ils vont récupérer des data frames, ils vont s'amuser. Pas toujours facile sur Databricks. Une petite question dernière, non? Non? Oh, ça sent le buffet, là. Ah si, mais zut. Une question. Je sens que ça va être celle-là, la question piège. Merci. Il y en a toujours une. Oui, la question, en fait, j'ai remarqué chez plusieurs éditeurs dans l'observabilité, ils avaient implémenté le RAG pour la partie données fraîches. Ouais. Comment vous vous positionnez avec votre offre par rapport à ça? Parce que vous avez mentionné base de données vectorielle, je crois que c'est en rapport avec ça. Non, pas du tout. Non, alors l'observabilité, ça dépend de ce qu'on observe. Donc, soit on observe le output, donc le résultat d'un modèle, soit on observe la donnée en elle-même. Alors là, je suis passé très très vite sur un truc très compliqué. Enfin, très compliqué, non, mais qui est très spécifique, que Databricks ne fait pas non plus. Non, mais il faut le dire. C'est que ce qui se passe ici, c'est qu'on va faire des transformations qu'on appelle indépendantes au modèle. Donc, les agrégations, etc. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on fait des transformations qui sont dépendantes au modèle. Donc, les normalisations, etc. Dans tous les autres systèmes data, l'observabilité se fait et là. D'accord ? Sauf que la data est déjà transformée. Donc, s'il y a une différence dans la data au fil du temps, on ne peut pas vraiment le voir. Chez nous, ça se fait directement sur la data non transformée, ce qui fait que si la data évolue au fil du temps, on peut voir le drift avant qu'il arrive. On sait que le modèle va devoir être changé. S'il y a une différence, par exemple, s'il y a 5% plus de données dedans, si la distribution a changé de temps, de telle valeur, si la mean value, on peut le voir. Sur les systèmes qui ne sont pas, on va dire, AI natifs, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué parce que toute cette abstraction ici n'existe pas. Ça va directement de là à de là. Et du coup, en enlevant tout ça, on s'enlève toutes ces capacités d'observabilité. Et du coup, si nous, on reprend la donnée là-dedans pour d'autres modèles, ça rajoute un layer d'observabilité. Donc, c'est l'observabilité sur la donnée en elle-même. Ça fait sens ? Vite fait ? 50-50 ? Bon, on se prend derrière et je vous expliquerai. Good. Bon, merci Lex. Tu as oublié de dire que tu viens de Stockholm, tu as pris un avion et que j'ai pris un avion à 4 heures du matin. Juste pour le talk. Oui, en partie. Oui. Je suis venu à Paris pour le talk principalement. Ouais. Donc, merci. Merci. Je te laisse Voilà, on arrive à la fin. Écoutez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre le voucher. Voilà, je laisse le code barre. C'est plusieurs centaines d'euros, donc merci à OVH. De Crédit Cloud, ce serait dommage de ne pas en profiter et puis de vous lancer à tester la plateforme, etc. Voilà. Et dernier petit slide, il y a plein d'événements qui arrivent. C'est soit des meet-up, soit des conférences. Voilà, je vous laisse un autre code barre. Il y a des talks
talks en ligne, il y a je dirais des zooms sur des technologies. Voilà, on va parler bientôt d'un produit qui s'appelle N8N, c'est de l'orchestration. On va faire la comparaison de DBT versus SQL Mesh. Et puis, 25 juin, si tout marche bien, une petite conférence data avec des gens comme TF1, il y aura BPCE, on va parler d'ontologie avec Palantir, voilà, que des sujets super passionnants. Le draft, l'agenda est presque finalisé, mais voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse et à vous inscrire éventuellement. Et s'il n'y a plus de questions, on clôture ce meet-up, le numéro je ne sais pas combien, et je vous invite à passer derrière les caméras au stand buffet boisson. Voilà, merci de votre participation.